belle audience. Merci beaucoup de vous être déplacés en nombre. Madame la rectrice, merci de nous honorer de votre présence. Monsieur le doyen, Madame la vice-doyenne. Un remerciement particulier à Karine Drolet pour avoir organisé cet événement. Merci de m'avoir invité en ouverture de ce colloque pour briser la glace et partager avec vous quelques paroles et vous proposer quelques balbutiements. C'est une réflexion qui est en cours, donc quelques balbutiements sur l'islamophobie, un concept complexe, difficile, assassin, que je perçois comme étant une forme de radicalisation violente et épistémique. Évidemment, je vais essayer d'amener un maximum de nuances parce que dans ce genre de thématique, être dans les discours de vérité, c'est à mon avis exactement le chemin à ne pas suivre et amener des réponses complexes à des questions qui sont au moins aussi complexes. Alors en tant qu'anthropologue, j'ai pour habitude de passer beaucoup de temps sur le terrain, des terrains difficiles, sensibles, la santé sexuelle des femmes en Inde, la détresse émotionnelle des migrants subsahariens au Maghreb, les traumas liés aux violences organisées qui sévissaient au Congo et en Algérie dans les années 90, la radicalisation au nom de l'islam par des jeunes Québécoises et Québécois, les conséquences émotionnelles de la tragédie du 11 septembre 2001. Mais vous m'excuserez de ne pas partager avec vous aujourd'hui mes travaux de terrain. Je fais un peu violence à cette règle, notamment parce que je réalise, et pas plus tard que la semaine passée, je réalise que quelque chose d'assez grave, c'est que nous parlons d'islamophobie sans vraiment savoir à quoi renvoie le terme lui-même. Et quand je dis nous, cela inclut certains journalistes influents et très en voix, des décideurs politiques, des universitaires et monsieur et madame tout le monde. Alors j'ai décidé de modifier quelque peu ma conférence initiale pour taquiner avec vous aujourd'hui cette notion turbulente d'islamophobie. Comment en effet comprendre une réalité dont nous ne connaissons même pas le sens du mot qui est supposé la désigner. Alors je vous propose cet itinéraire que je ne suis pas sûr de pouvoir respecter jusqu'au bout à cause des dernières modifications que j'ai amenées, mais la maîtresse du temps est là pour me faire cette violence et m'arrêter quand ce sera le temps de m'arrêter. J'aimerais commencer par quelque chose qui me tient très à cœur en ce moment, une réflexion donc qui est vraiment embryonnaire, qui est en cours et avec cet impératif de mieux comprendre l'islam pour mieux comprendre l'islamophobie. Évidemment, je ne vous ferai pas un cours de théologie, je n'en ai ni les moyens et ce n'est pas l'objectif non plus, mais considérons, en nous fiant à un philosophe, M. Abdelrahman, Taha Abdelrahman, en passant, je regrette, je pense que nous avons un gros travail à faire, à inviter les philosophes et les penseurs, les savants du monde musulman, du monde arabe. Nous parlons à partir d'ici, mais nous ne savons pas ce que pensent ces savants du monde là-bas, ces gens-là qui pensent l'islam, qui le vivent quotidiennement dans des pays qui se réclament comme musulmans. Je pense que là déjà, en tant que chercheur, en tant que citoyen, on a un gros travail à faire. Taha Abdelrahman propose que l'islam est constitué de 3 raisons. Je dis bien raisons, hein, on ne parle pas de croyances, des raisons, c'est-à-dire avec des logiques internes qui sont particulières. Et l'islam est donc ce trièdre, imaginez une pyramide à 3 pans avec 3 régions, comme le suggère Michel Foucault, des régions toutes subdivisées à l'intérieur d'elles-mêmes et donc toutes entrecroisées les unes avec les autres. La raison normative, c'est cette raison qui dit aux musulmans et aux musulmanes ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le licite et l'illicite, le halal et le haram. Cette raison normative est celle de la jurisprudence dominante dans la charia. Elle prévaut, elle domine aujourd'hui. Il y a un risque, si l'islam est réduit, que ce soit par les musulmans ou non musulmans, il y a un risque si l'islam est réduit à cette raison normative, si l'on se limite à cette raison. Et quels sont ces risques? Notamment les risques d'une lecture littéraliste de la norme,
Risque de dérive autoritaire, châtiment public, lapidation, couper des têtes. Risque de radicalisation violente au nom de l'islam, et la prévalence de cette raison normative littéraliste mène aux dérives ultra-conservatrices et extrémistes chez certains musulmans d'aujourd'hui. L'islam dont nous parlons aujourd'hui, dans les milieux universitaires, dans les milieux médiatiques, dans les milieux publics, est essentiellement cet islam normatif, donc une région de ce trièdre épistémologique, un pan du trièdre. Qu'en est-il de la deuxième raison, la raison herméneutique? Cette raison herméneutique est celle qui non seulement autorise, mais incite, impose la relecture de l'islam de façon perpétuelle, qui impose la négociation du sens du monde et des textes fondateurs. Une raison qui justement critique sans cesse l'islam et ses fondements, donc une autocritique de l'islam qui, et ça on ne le dit pas assez souvent, est là depuis au moins le 8e siècle et elle est toujours en cours aujourd'hui. Une raison qui discute et analyse les textes fondateurs de l'islam. Cette raison herméneutique, elle a aussi ses pièges et ses risques. Elle est celle des doctes, des savants, des ulama. Elle est confinée dans les milieux savants, Al-Azhar au Caire, Al-Qarawiyyin à Fès, Zitouna à Tunis, donc des grands centres de savants de l'islam. Le risque, si l'islam est réduit à cette raison herméneutique ou interprétative, le risque, c'est qu'on reste au niveau abstrait, sans s'impliquer dans les enjeux sociaux concrets. Alors, rapidement, la troisième raison, c'est la raison contemplative, et c'est ce que le philosophe, un des piliers de la pensée philosophique occidentale, c'est ce que cette raison contemplative serait une technologie de soi. Excusez un petit peu la terminologie barbare, mais c'est un peu notre vocabulaire, et ici et là, j'essaierai d'ajuster mes niveaux de langage autant que possible. Comme technologie de soi, l'islam autorise un travail sur soi. Donc un ensemble de pratiques, de techniques de soi, dirait Michel Foucault, qui permettent au sujet de se transformer, de s'en transformer intérieurement et de se transformer dans ses comportements avec l'autre et dans la société. La raison contemplative est celle des soufis, elle est celle des confréries, elle est celle de la spiritualité, elle est celle de la contemplation. Elle est confinée dans les confréries et chez les initiés. Le risque, si l'on se limite à cette raison, c'est de se confiner dans la contemplation et de se couper du monde social et politique. Alors, l'idée, c'est un impératif difficile, mais je pense, on pourra en discuter, un impératif à viser et qui consiste à défragmenter notre regard, le regard que nous posons sur l'islam, et ne pas privilégier seulement une des raisons. Et ce message, à mon avis, s'adresse autant aux musulmans qu'aux non-musulmans. Et donc, pour revenir à un petit terme barbare, donc la radicalisation épistémique, l'islamophobie comme radicalisation épistémique, c'est justement quand on fragmente ce trièdre et quand on isole ces différents constituants. Et c'est cette islamophobie épistémique qui va rendre possible et légitime différentes postures islamophobes. Maintenant, un concept extrêmement controversé et avec raison. Et pour avoir suivi les nouvelles cette semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter sur le terme lui-même à cause des dérives que cela justement peut poser dans le grand public et dans les médias, mais aussi dans notre milieu universitaire. Comme vous pouvez le constater, le terme islamophobie est un terme relativement jeune. Il a peut-être une centaine d'années, un terme pas mal jeune. L'Office québécois de la langue française ne l'a adopté que cette année, probablement après la tragédie du 29 janvier. Le dictionnaire français seulement à l'an 2000. Donc il n'est pas étonnant que ce terme n'ait pas atteint sa maturité sémantique et on va l'excuser de nous dérouter de temps en temps et de nous mener sur des pistes parfois difficiles. Alors, risquons une tentative définitionnelle de l'islamophobie. Autant commencer par ma conclusion, comme je l'ai fait dans une autre conférence en automne, et proposer que l'islamophobie est un ensemble de discours et d'actions ayant pour but d'asseoir un rapport de domination sociale.
C'est un peu fort, mais c'est ma réflexion est là à ce moment-ci. Une infériorisation, une déshumanisation et une animalisation de l'autre musulman. L'islamophobie est d'abord et avant tout une question de pouvoir. Alors, une définition un peu moins simpliste, vous en conviendrez que celle d'usage et qui colle à l'étymologie du terme. En effet, je ne vous apprends rien, islamophobie vient de islam et phobie, avec l'islam comme objet phobogène et donc une peur irrationnelle de l'islam. Or, je l'ai déjà dit aussi ailleurs, la phobie est une catégorie clinique et les phobies en soi se traitent plutôt bien aujourd'hui. À l'aide de techniques de psychothérapie, mes amis psychiatres, ils sont nombreux, me l'ont confirmé, et principalement la thérapie cognitive comportementale. De temps en temps, en combinaison avec des anxiolytiques, il paraît que c'est extrêmement efficace. Certes, il y a une certaine peur associée à l'islam, mais peut-être s'agirait-il d'une peur légitime finalement, puisque beaucoup d'attentats terroristes sont revendiqués au nom de l'islam. Mais peut-on oublier que les victimes de ces attentats meurtriers sont en grande majorité des musulmans eux-mêmes? Vous m'en excuserez, je me suis livré à un calcul un petit peu macabre. Et sur les 1100 victimes que j'ai, en arrondissant un petit peu, d'attentats perpétrés, donc 1100 victimes seulement en octobre et novembre 2017, 100 sont des victimes non musulmanes et 1000 environ sont des victimes musulmanes, soit plus de 90%. En fait, oui, le terme islamophobie est inapproprié et il est impératif de le critiquer. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'il s'agit d'un euphémisme, c'est-à-dire d'une expression qui atténue et sous-estime la réalité à laquelle elle renvoie. L'islamophobie n'est pas une simple peur de l'islam et des musulmans. L'islamophobie est une attitude réfléchie, préméditée, calculée, fondée sur la haine de l'autre musulman et visant, consciemment ou non, ça c'est important, consciemment ou non, on le verra dans quelques minutes, visant à maintenir et à dominer une altérité vue comme radicale. Risquons maintenant l'exploration des causes profondes de cette islamophobie, ou plutôt de cette aversion de l'islam et des musulmans. Je m'arrêterai sur deux causes profondes, l'une cognitive et l'autre émotionnelle. La dimension cognitive de l'aversion pour l'islam et les musulmans peut se résumer à l'influence actuelle de certains clichés orientalistes, c'est-à-dire des clichés tenaces qui remontent à au moins deux moments forts de notre histoire collective. La Reconquista, menée par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille au XVe siècle, dont la chasse aux juifs et aux musulmans a atteint son apogée en 1492. L'histoire est très claire à ce sujet. Le deuxième événement important, fondateur, c'est la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte à la fin du XVIIIe, et qui a consacré le mouvement orientaliste et l'expansion coloniale européenne du XIXe et XXe siècle. L'une des principales vedettes de l'orientalisme est Ernest Renan, savant d'autorité au XIXe siècle. Écrit-il dans un discours solennel d'introduction à un gros événement, l'islam est la plus complète négation de l'Europe, entendre de l'Occident, de la modernité. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile. C'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique rétrécissant le cerveau humain. Le ferment à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle. De tels préjugés sont très actifs aujourd'hui, notamment chez Michel Houellebecq. Je lirai juste la dernière phrase. L'islam ne pouvait naître que dans un désert stupide, au milieu de bédouins crasseux qui n'avaient rien d'autre à faire, pardonnez-moi, que d'enculer les chameaux. Je rappelle que cet auteur s'est valu la reconnaissance internationale du milieu littéraire francophone avec le prestigieux prix Goncourt en 2010. Cerveau rétréci au XIXe siècle, enculeur de chameaux au XXIe siècle. Les musulmans et les musulmanes sont ainsi animalisés par les faiseurs d'opinion. Une fois animalisés, leur domestication et leur domination deviennent alors plus faciles. L'islamophobie, disais-je plus tôt,
est cette forme de pouvoir qui vise la domination de l'autre musulman. Et cette domination a pour condition préliminaire l'animalisation de ce même autre musulman. Ce processus d'animalisation est courant dans les périodes de crise précédant les grands massacres de masse. Juifs construits par les nazis en parasites. Tutsis du Congo et du Rwanda construits en cafards. Migrants subsahariens du Maghreb construits en invasion de sauterelles. Et pas n'importe quel animal, le musulman. Un animal féroce, sauvage, assoiffé de sang, sans pitié. Il est donc urgent de le domestiquer pour le dominer. Cette toile de 5 mètres par 4 mètres, le musulman, le monarque, le prince est en train de mourir en ce moment, et la dernière scène d'une violence extrême était assez courante dans les milieux savants et artistiques du XIXe siècle. Animal sauvage, sanguinaire, tel est le nom dit principal, voire le nom su, inconscient, du discours populiste islamophobe d'aujourd'hui. Ces préjugés vont jusqu'à dépeindre les femmes musulmanes, par exemple, comme étant des sujets assujettis, voire des non-sujets obéissant à leur fausse conscience, c'est-à-dire des femmes nécessairement soumises, dociles, passives, lascives, disponibles à souhait, et qu'il suffirait de cueillir pour les manipuler à satiété. Des femmes que les extrêmes droitistes et suprémacistes blancs dépeignent comme naturellement incapables de prendre des décisions libres et éclairées. Aussi, comme le souligne le psychiatre et anthropologue Frantz Fanon, les musulmanes et les musulmans sont placés par le regard colonial et populiste, écrit-il, dans une zone de non-être. Considérer l'islam comme étant fait de non-être, considérer les musulmanes et les musulmans comme des non-sujets et par essentialisation comme des ennemis obligés de la modernité, ce regard plusieurs fois biaisé n'est peut-être pas une violence physique en soi, mais il s'agit néanmoins d'une violence cognitive et psychologique dévastatrice qui peut aisément mener à la violence physique. Cette dimension cognitive de l'islamophobie, cette dimension cognitive est fortement ancrée dans nos mentalités contemporaines. Elle se décline dans les discours populistes de droite comme de gauche, savants comme populaires, occidentaux comme non occidentaux. Voilà donc pour ce survol de la dimension cognitive de l'islamophobie et qui structure notre aversion contemporaine de l'islam et des musulmans. Qu'en est-il maintenant de la dimension émotionnelle, voire affective de l'islamophobie? La dimension émotionnelle et cognitive, celle dont je parlais précédemment, ne sont pas antinomiques. Elles vont de pair. Elles s'auto-alimentent, elles s'interalimentent mutuellement. La dimension émotionnelle de l'islamophobie passe par la construction discursive et politique de l'autre musulman en menace existentielle. La dimension émotionnelle de l'islamophobie passe par la construction discursive et politique de l'autre musulman en menace existentielle. Et au cœur de ce processus, l'immigration cesse d'être un enjeu social pour devenir un enjeu de sécurité. Dans ce processus de sécurisation de l'immigration, le migrant en général, le migrant musulman en particulier, est construit en menace aux sécurités, sécurité nationale, terroristes, criminels potentiels. Menace à la sécurité économique, voleurs de jobs, chômage. Menace à la sécurité culturelle, menace identitaire. Peur pour la société d'accueil de ne plus exister comme culture ou comme peuple à cause de l'immigrant en général et l'immigrant musulman en particulier. Dans un triste moment de notre histoire collective québécoise, un monsieur Adrien Arcan qui a failli être élu à quelques voix de près comme député fédéral dans la région de Montréal, pour lui et pour ses adeptes, l'immigration massive est une menace à l'organisation de la famille et aux traditions, donc rien de nouveau. Et par contre, lui, sa solution, elle était très claire, c'était une bonne armée nazie pour mettre de l'ordre dans nos valeurs et dans nos traditions en matant les immigrants. Si on regarde les pages Facebook, et il y a d'autres collègues ici qui sauront en parler mieux que moi, d'un groupe
d'extrême droite installés au Québec et à Québec. Pour ce groupe, la menace, c'est le sang pur de la race québécoise, du peuple québécois, et la menace, c'est le migrant qui va diluer ce sang. Donc on est dans un racisme primaire, si l'on en juge les définitions les plus primaires de la notion de race en autant qu'elle existe encore. Pour un autre groupe extrémiste, suprémaciste, l'avenir de nos enfants est menacé par l'islam. Il faut donc agir et peut-être, comme le suggérait M. Arcand, mobiliser une armée nazie pour mettre de l'ordre là-dedans. Donc on est un petit peu dans la même rhétorique, même si c'est adapté avec des stratégies discursives au goût du jour. Après ou avec le noir, donc, après ou avec le chinois, après ou avec le juif, c'est aujourd'hui le musulman, la musulmane, comme symbole de l'étranger qui est érigé en menace existentielle. Il y a certes, et ça c'est important, qu'il n'y ait pas de méprise ici, il y a certes quelques groupuscules usant de violences à peine imaginables et qui se réclament de l'islam. Mais par quel processus cognitif sommes-nous arrivés à la conclusion que, étant donné ces groupuscules violents, alors 1,5 milliard de musulmanes et de musulmans représentent autant de menaces que de terroristes potentiels? Peut-être est-ce à cause d'une angoisse collective face à un présent anomisant, une perte de repères et un futur pour le moins incertain. Et voilà que cette altérité menaçante s'associe à ou devient une altérité anxiogène. Qu'est-ce que j'entends par altérité anxiogène? L'anthropologue et philosophe René Girard écrit en 2005 que plus une communauté est perturbée, plus elle tend à décharger son angoisse contre des boucs émissaires. Plus une communauté est perturbée, plus elle tend à décharger son angoisse contre des boucs émissaires. Le bouc émissaire est alors cette victime sacrificielle que l'on met au banc, à défaut de la mettre à mort, pour expier les maux sociaux, pour aussi canaliser une violence destructrice hors de soi, ainsi que pour contribuer à rétablir l'ordre intrapsychique. L'ordre intrapsychique, social et cosmogonique. Ce sont là, expier les maux sociaux, canaliser une violence hors de soi, et rétablir l'ordre, ce sont là les principales raisons anthropologiques, ou parmi les principales raisons anthropologiques du sacrifice. L'être humain, écrivait Sigmund Freud, porte en lui une pulsion de vie et une pulsion de destructivité. Si cette destructivité n'est pas déplacée vers un objet extérieur à soi, elle se retourne alors nécessairement contre soi, contre soi-même. L'objet extérieur est aujourd'hui cette altérité anxiogène par excellence, c'est-à-dire celle liée à l'islam et aux musulmans. Le rapport angoissé à l'autre musulmane et à l'autre musulman fait de cet autre une menace dont il s'agit de se protéger collectivement en le transformant donc en bouc émissaire et en victime sacrificielle. Il s'agit alors d'exclure cet autre et au mieux de le stigmatiser et de le discriminer. Au pire de l'éliminer physiquement, comme a su le faire un jeune Québécois extrême droitisant en cette nuit glaciale du 29 janvier 2017. Et comme savent le faire encore mieux des extrémistes violents se réclamant d'une lecture ultra-conservatrice de l'islam. Maintenant, je vois que le 5 minutes n'est pas brandi, je peux encore y aller un petit peu. Pouvons-nous parler de l'islamophobie comme étant une liberté d'expression? Et ça, je m'engage sur un terrain encore plus glissant que le précédent. Vous m'en excuserez, on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Pouvons-nous parler de l'islamophobie comme liberté d'expression? Alors, pour le Conseil de l'Europe, je cite, l'islamophobie est une violation des droits de l'homme et une menace pour la cohésion sociale. Fin de citation. Pour l'ONU, je cite, l'islamophobie est un poison pour nos sociétés. Je vous laisse lire la déclaration complète. Mais pour certaines vedettes médiatiques, parfois savantes, pas toujours, mais parfois, l'islamophobie serait, selon les termes
d'un Gilles Kepel une forclusion, un leurre, une imposture. Une imposture qui consiste à faire taire la critique de l'islam et à faire oublier la radicalisation violente revendiquée au nom de l'islam. L'islamophobie, selon une autre vedette médiatique, l'essayiste Pascal Bruckner, l'islamophobie, je cite, est un racisme imaginaire, une arme d'intimidation massive. Fin de citation. Pour taire toute critique adressée à l'islam. L'essayiste rajoute encore, l'islamophobie était une invitation pour interdire le débat. Une création digne des propagandes totalitaires. Fin de citation. Ainsi, l'islamophobie est vue par ses auteurs comme un outil idéologique et liberticide qui interdit toute critique de l'islam. J'ai essayé de montrer, mais très rapidement, je consens, que l'islam est autocritique depuis au moins le 8e siècle, mais ça, on pourra y rentrer pendant la période de discussion si vous voulez. Alors, ces auteurs, il y en a beaucoup d'autres, ont tout à fait le droit de s'exprimer, ils ne font qu'utiliser leur liberté d'expression. Il est très vrai qu'une minorité d'islamistes radicaux, groupusculaires, contemporains, tendent à abuser de la notion d'islamophobie et de la surenchérir pour considérer toute critique de l'islam comme étant de l'islamophobie et pour crier au blasphème et au crime dès qu'une critique est faite des musulmans. Et cet islam radical va ainsi à l'encontre des droits de la personne et du jeu démocratique. Il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet. Toutefois, c'est ici que glissent ces essayistes, ces chroniqueurs. Ils glissent vers le contraire de ce qu'ils revendiquent tout en appelant à exclure de la pensée, non pas toute critique de l'islam, mais toute critique de l'islamophobie. Liberté d'expression donc quand il s'agit de critiquer l'islam, mais attaque à la liberté d'expression quand il s'agit de critiquer l'islamophobie. Et ça, c'est une ruse de l'islamophobie savante. La liberté d'expression est un droit démocratique fondamental et incontournable. Nous avons toutes et tous le droit, le devoir, la responsabilité de critiquer. Critiquer l'islam et les autres religions, critiquer le racisme et l'islamophobie, critiquer même la démocratie et la laïcité, critiquer le vivre ensemble, les partis de droite, les partis de gauche. C'est un devoir. Mais comme le souligne avec justesse l'historien et sociologue Jean Bobéro, il faut établir clairement une distinction entre le droit à la critique et les propos haineux ou l'appel à la haine. Et poursuit-il, si la critique relève du libre débat, les propos haineux et l'appel à la haine relèvent de la justice. Critiquer le judaïsme ou l'islam est un droit fondamental, mais l'incitation à la haine antisémite ou islamophobe n'est pas une liberté d'expression, c'est au Canada un crime sanctionné par le code criminel, et l'article 319 est très clair à cet effet. Quiconque, je vous laisse lire les caractères en gras, donc on ne peut plus clair à ce niveau-là. Alors, en somme, quand le nous est en souffrance, la haine de l'autre, l'aversion du eux, devient une stratégie désespérée de survie, stratégie sans laquelle une société retournerait cette violence destructive contre elle-même. Les musulmanes et les musulmans deviennent-ils le lieu de déplacement de cette destructivité? L'islamophobie au Québec, dans sa déclinaison haineuse, violente, émerge-t-elle comme réaction désespérée face à une souffrance individuelle et collective que nous partageons? Souffrance liée à une crise identitaire non résolue, à une peur de ne plus exister comme peuple ou comme culture. J'aurais voulu avoir le temps de faire un petit jeu avec vous et de voir comment il suffit de remplacer islamophobie par radicalisation violente dans la plupart des définitions de la radicalisation, et on verra que l'islamophobie remplace très bien la notion de radicalisation dans la plupart des définitions. Je me prends une toute petite minute pour conclure vraiment. Même si je vous ai imposé une présentation quelque peu conceptuelle, vous m'en excuserez, et un petit peu improvisée en réaction au débat médiatique qu'il y a eu la semaine passée dans les radios, notamment. Alors même si je vous ai imposé une présentation quelque peu conceptuelle, les perspectives que j'ai partagées avec vous aujourd'hui peuvent servir, je pense, en toute humilité, comme point de départ
pour certaines implications pratiques. Notamment, il s'agit, comme disait Madame la rectrice, que l'on puisse travailler ensemble pour co-construire des contre-mythes qui viendraient remplacer, nuancer des mythes aujourd'hui obsolètes, passés date, comme on dirait en bon québécois, et qui remontent au XIXe siècle. L'implication pratique de mes propos vont aussi dans le sens, et ça malheureusement c'est la partie que je n'ai pas pu couvrir, d'approcher l'islamophobie, mais on peut les mettre comme hypothèse, approcher l'islamophobie comme on approche aujourd'hui les autres formes de radicalisation menant à la violence. C'est-à-dire, par exemple, en renforçant les programmes de prévention contre l'islamophobie. Sensibiliser davantage dans les écoles primaires, secondaires et dans les cégeps pour déconstruire les préjugés tenaces envers l'islam et les musulmans. Informer sur les conséquences psychosociales de l'islamophobie. Je crois comprendre que le Centre multiethnique de Québec, je crois qu'il y a du monde du centre ici, a mis sur pied un projet important à cet effet et j'aimerais le féliciter publiquement s'il y a du monde ici. Conséquences pratiques, offrir de l'aide, et j'ai quasiment fini, Madame la vice-doyenne, offrir de l'aide psychologique confidentielle aux personnes islamophobes radicales pour les aider à sortir de la haine qui conduit à la violence. Offrir une assistance adaptée aux personnes qui souhaitent se défaire de l'emprise des groupes populistes radicaux. Enfin, nos amis des médias, parce qu'il y a quand même, heureusement, il y a des bons journaux, il y a des super bonnes radios, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, catalyser une concertation des médias sur les conséquences sociales, cognitives et psychologiques des discours islamophobes. Enfin, et peut-être pour nos élus, la majorité de nos élus condamnent aujourd'hui l'islamophobie, certes, mais du bout des lèvres seulement. Il est de leur responsabilité sociale et politique, comme de la nôtre par ailleurs, de tracer une ligne claire entre liberté d'expression et incitation à la haine. Mais la question est, en sommes-nous vraiment capables? Je vous remercie pour votre patience et votre attention. Bonjour, Monsieur le professeur. J'ai bien apprécié votre présentation. Mon nom est Pierrette Baudouin, je suis psychologue. Une question peut-être un peu difficile à poser, mais je la pose quand même. D'entrée de jeu, vous avez mentionné qu'un pourcentage peut-être de 92% des victimes d'actes criminels sont des musulmans. Là. En tout cas, vous avez donné cette statistique-là au début. Hein? On entend aussi, quand on suit un peu l'actualité, qu'il se passe beaucoup de violences musulmans, de groupes musulmans contre musulmans. Tout récemment, un groupe soufiste de l'Égypte, du Sinaï, qui aurait été massacré par, je ne sais pas si ça a été revendiqué, mais le bruit courait que c'était par des salafistes, là, style Daesh. Est-ce que dans des cas qui sont très souvent répertoriés, on peut appeler ça islamophobie aussi, quand ce sont des groupes musulmans contre des groupes musulmans, contre l'autre qui est musulman, mais pas tout à fait comme moi musulman. Là. Deux, est-ce que le même processus que vous avez documenté ou que vous venez de nous faire part, est-ce que vous pensez que les recherches dans des cas comme ça, musulmans contre musulmans, là, sous-groupes religieux contre d'autres sous-groupes religieux musulmans, est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'on serait en face d'un même processus que celui que vous venez de nous décrire? Si oui, j'aimerais ça avoir des références. Et sinon, un petit peu comme Madame la rectrice l'a dit tout à l'heure, on a besoin de vous dans la salle peut-être pour proposer des pistes de recherche. En tout cas, en psychologie interculturelle, c'est comme une piste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question très difficile. Comme je disais au début, cette thématique est extrêmement difficile, est extrêmement complexe, et donc la réponse ne peut être que nuancée et que complexe. Tout discours de vérité qui dirait « moi j'ai raison, que toi tu as tort » est voué à l'échec. Ça nous mènera nulle part. Alors, par rapport à votre première question,
J'y ai pensé beaucoup moi aussi, même dans une conférence, j'ai dit que je nommerai aucun groupe, mais qu'un groupe musulman extrémiste et le groupe probablement le plus islamophobe qui existe si on se réfère à ma définition de l'islamophobie épistémique. C'est-à-dire que dans l'islam aujourd'hui, et ça évidemment mes collègues qui travaillent en sciences politiques pourront le documenter mieux que moi par rapport aux politiques internationales, ça c'est un autre niveau que j'aborderai pas, ils le feront mieux que moi, mais à un niveau plus conceptuel et épistémologique, je dirais qu'à l'intérieur de l'islam, c'est trois pans qui sont censés être entrecroisés. L'islam qui est censé trouver son équilibre en articulant ces trois pans, ces trois raisons. Il y a aujourd'hui des raisons, une en particulier qui est phagocytée, qui a pris une ampleur sans mesure, et c'est elle, notamment cette raison normative, qui à la base, bon, articulée aux autres, donne un équilibre. L'islam comme système de représentation, comme façon d'agir dans et sur le monde, donc un système cohérent. Mais là aujourd'hui, avec cette raison normative qui est exacerbée, il y a des groupes qui vont, je le disais, un des risques, c'est d'aboutir à des lectures littéralistes de l'islam quand on ne retient que la raison normative. Avec l'extrémisme violent qu'on voit dans l'islam aujourd'hui, c'est cette raison normative qui est phagocytée. Et ça fait que tous ceux qui sortent de cette raison normative, vous savez, depuis le début, quand mes autres collègues sauront sûrement en parler mieux que moi, mais depuis le début, quand des groupes extrémistes notoires musulmans vont dans différents pays, le premier acte, c'est pas de s'attaquer à des occidentaux, à des juifs, à des américains, c'est de détruire les mausolées soufis, c'est de éliminer toutes les personnes d'obédience soufie parce qu'elles ne sont pas dans une raison normative qui est exacerbée. Ils sont plus dans la raison contemplative. Alors bon, là, après, est-ce qu'on va les appeler islamophobes? C'est, moi je dirais, pourquoi pas, dans la mesure où, mais ça va juste bêler un petit peu plus les cartes au niveau définitionnel, mais selon la logique de mon raisonnement, ça devrait, parce que finalement, c'est cette haine calculée de l'autre, et cet autre, il se trouve qu'il est musulman, mais un musulman pas comme les autres, comme disait le philosophe, comme dit le philosophe Daniel Weinstock quand il parle de vivre ensemble, c'est vivre ensemble, oui, mais comme nous. Alors on l'a ici et ailleurs, mais on l'a aussi chez les extrémistes musulmans. Alors vivre ensemble en tant que musulmans, mais comme nous, c'est-à-dire avec une lecture littéraliste de l'islam. Et oui, il y a, vous voulez des références, il y a Gérard Rabinovitch, il y a Jacques Semelin, qui ont beaucoup écrit sur la Shoah, sur les massacres de masse en Afrique. Et Gérard Rabinovitch en particulier, qui critique Huntington avec Samuel Huntington et son clash des civilisations, où il dit qu'en fait, ces civilisations, c'est pas seulement des civilisations qui s'entrechoquent et qui sont extérieures l'une à l'autre. L'islam est un ensemble de civilisations. Et à l'intérieur de ces civilisations, il y en a qui s'entrechoquent. Moi, je les appelle des raisons. Et cette pulsion de destructivité, il s'agit d'éliminer l'autre pour survivre parce qu'on est en souffrance. On la voit également chez les extrémistes musulmans. Par rapport à la psychologie interculturelle, je m'excuse, c'est oui, absolument. Je suis très content que vous posiez la question. Si c'était une invitation formelle, je l'accepte volontiers. Non, sérieusement, anthropologues et psychiatres et psychologues, nous avons à travailler ensemble, on n'a plus le choix. J'ai été invité par des psychiatres dans la région de Montréal, et étrangement, on s'est bien entendu, puis ça se passe bien. J'ai une autre question. Je sais qu'il y a eu d'autres mains levées.
Je veux juste vous faire remarquer qu'après les présentations, on a 30 minutes pour poser des questions. Donc, retenez, je vais prendre la dernière question. Je suis vraiment désolée de vous froisser. Et après ça, on va enchaîner avec le conférencier. Je suis particulièrement choyé d'avoir la dernière question. Donc, oui, Olivier Lamalice, je travaille au Conseil du statut de la femme. J'ai travaillé dans la recherche précédente sur la radicalisation des jeunes femmes au Québec et présentement, je travaille sur l'hostilité en ligne, le cybersexisme, l'antiféminisme en ligne. Et à la frontière des deux recherches, je me rends compte que puis c'est pas encore complètement vérifié, mais j'ai l'impression que cette islamophobie qu'on voit beaucoup en ligne est beaucoup à l'intersection d'autres formes d'hostilité et d'intolérance qu'on retrouve en ligne. Donc les gens qui ont des propos islamophobes en ligne souvent se retrouvent à être à peu près les mêmes ou les mêmes groupes qui ont des propos sexistes, antiféministes, racistes, etc. J'aimerais ça vous entendre sur la question de voir cette espèce de package deal d'intolérance. Oui. Oui, en effet, d'abord par rapport à la cyber-islamophobie, on travaille là-dessus aussi. Hate speech, le discours haineux dans les médias sociaux, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. Faut avoir quand vous avez le moral là, c'est vraiment d'une richesse malheureusement énorme. Et oui, alors il y a, comme je disais, si mon hypothèse tient la route, si ma proposition de recherche tient la route, on va construire l'autre en menace pour déplacer une violence, une destructivité qui autrement nous détruirait nous-mêmes. Donc on va la déplacer vers l'autre. Alors cet autre, c'est ceux que vous avez nommés, la femme, les gens de couleur, les musulmans, c'est aussi les homosexuels, les personnes handicapées, toute différence, toute altérité. Et donc, à mon avis, il y a tellement de souffrances personnelles et collectives qu'on va chercher un maximum de cibles et tirer sur tout ce qui bouge en même temps pour essayer d'assouvir au moins minimalement. Il y a des contextes, et je vois Madame la vice-doyenne qui s'impatiente, il y a par contre des contextes, celui d'aujourd'hui, où il y a une cible particulière qui est plus facile à atteindre parce qu'elle est plus mise en évidence, donc elle est plus facile et ça se trouve être le musulman et la musulmane. Et en effet, il y a une convergence entre le cyberespace, la cyber-islamophobie et l'islamophobie. Et beaucoup de faiseurs d'opinion, d'ailleurs, vont s'alimenter. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas de contre-discours, il commence à y en avoir, mais un contre-discours, un cyber-contre-discours. Et ça, je pense que nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. Un cyber-contre-discours qui parle à monsieur et madame tout le monde, qui parle aux universitaires, qui parle aux décideurs. Et encore une fois, peut-être que nos décideurs devraient être un petit peu plus clairs à ce niveau-là. Merci pour la question.